Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anna de Chardon. Je suis maître praticienne en hypnose donc, et j'exerce à Holzheim. Donc, ce que vous pouvez peut-être vous dire, c'est comment j'en suis arrivée à l'hypnose. C'est-à-dire que j'ai longtemps animé des équipes, j'ai aussi animé des réseaux. C'est riche en expérience. On en apprend beaucoup sur les autres, mais on en apprend aussi beaucoup sur soi. On identifie ses faiblesses, ses qualités. Et avec le temps, donc, moi je m'y suis toujours beaucoup intéressée. Et chemin faisant, on va dire, j'ai rencontré des personnes, on croise des chemins. Et je pense qu'il n'y a jamais de hasard quand on croise la route de quelqu'un. Ces gens-là, ils sont là pour, à un moment, vous donner une voie différente. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose et que donc je suis là ce soir avec vous. Alors, l'hypnose thérapeutique, c'est une belle méthode. L'hypnose est un bel outil pour mieux se connaître, pour, comment dire, mieux se comprendre, travailler sur soi. C'est aussi oui, c'est un bel outil, on va dire ça comme ça. Nous sommes des êtres, si vous voulez, avec des personnalités multiples, hein, vous le savez, ou des facettes, ou des petits moi à l'intérieur de nous. On va y mettre le nom que l'on veut. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce soir, vous avez la facette santé qui va se manifester. La facette santé, elle va vous dire, ce soir, tu vas te coucher de bonne heure. Comme ça, tu pourras te lever tôt et puis aller faire un peu de sport demain matin. Donc voilà, vous vous couchez, vous mettez le réveil, le lendemain, le réveil sonne. Et là, vous vous dites, mais c'est un peu tôt, là, mais pourquoi j'ai mis le réveil si tôt? Pourquoi? Parce que la facette plaisir a pris le pouvoir durant la nuit, et elle, tout ce qu'elle vous dit, c'est, mais reste donc au lit, c'est si bon. Voilà, donc vous voyez, et donc l'hypnose est un outil donc, pour aller un petit peu explorer tout ce petit monde intérieur, pour mieux le comprendre, pour faire un travail sur soi, et donc suivre son chemin de vie, on va dire. L'hypnose thérapeutique, c'est vraiment un accompagnement vers le mieux-être, le bien-être dans le quotidien. Alors, la définition de l'hypnose. C'est quoi l'hypnose? Déjà, c'est un état naturel. L'hypnose est accessible à tous. L'hypnose fonctionne, mais on ne peut pas expliquer pourquoi. Mais ça a été prouvé par l'imagerie médicale. L'hypnose, donc, n'est pas le sommeil. Elle se situe entre le sommeil et l'éveil. C'est ce qu'on appelle un état de conscience modifié, ou ECM, ou transhypnotique. Avec l'hypnose, si vous voulez, on va dépasser la lisibilité de notre volonté. Celle qui nous sert donc à gérer notre quotidien afin d'atteindre notre disque dur, l'inconscient. Et donc à lui envoyer, à lui donner, par le biais de suggestions, tout simplement de nouvelles informations. Les suggestions et le travail donc, qui est effectué en thérapie est là pour démontrer, si vous voulez, ce pouvoir de notre imagination, car notre subconscient, s'il y a une chose qu'il ne sait pas faire, c'est faire la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réellement vécu. La thérapie, elle va donc consister, entre autres, à retrouver la genèse de notre mal-être qui est présent, qui en fait n'est qu'un marqueur d'une émotion, d'un sentiment ou d'un traumatisme beaucoup plus ancien, qui très souvent a été vécu dans la petite enfance. L'hypnose, donc, va permettre d'aller vers notre inconscient, d'aller à la rencontre de notre petit enfant intérieur et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Alors, après, nous allons donc arriver aux états hypnoïdes. Alors, c'est quoi les états hypnoïdes? C'est les états de conscience, tout simplement. Alors,
les états modifiés, on va dire. Hein. Alors, les états modifiés, il n'y a pas qu'un état modifié de conscience, on va dire qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs états de conscience. Tous autant que nous sommes, nous réagissons à des choses différentes et pas de la même manière. Vous savez, la question que je vous ai posée au départ, qui d'entre vous pense n'avoir jamais été hypnotisé, hein? Il y en a quand même pas mal. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'on est tous hypnotisés tous les jours. Hein. On l'a été des milliers de fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un état que tout le monde va vivre. C'est l'état hypnopompique et hypnagogique. Alors, je vous l'ai mis parce que c'est des termes qui sont un peu pompeux, mais ils disent ce qu'ils disent. Hein. Donc, l'état hypnopompique, c'est l'état qui suit le réveil. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir vos yeux, vous n'êtes plus endormi, mais vous n'êtes pas encore éveillé. Et le petit laps de temps, c'est un état modifié de conscience. Et il va se passer la même chose avec l'hypnagogique, qui est celui qui précède l'endormissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez sentir que vous partez, vous n'êtes plus là, mais vous n'avez pas encore plongé dans le sommeil. Et donc, pareil, c'est cet état très agréable qui va durer l'espace d'un court instant, mais que vous vivez tous les jours. Maintenant, là, je dirais que vous êtes tous dans un état ordinaire de conscience. On est d'accord, vous êtes vous. Voilà, alors on pourrait imaginer que quand vous êtes dans votre état ordinaire de conscience, c'est une espèce de zone qui est une zone connue dans laquelle vous êtes qui vous êtes. Vous vous reconnaissez tel que vous êtes et les autres, c'est la même chose. À partir du moment où vous allez vivre, admettons que vous viviez un coup de foudre dans la journée, admettons que voilà, vous ayez eu une grosse émotion, dans ces cas-là, vous allez déborder. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans votre état de conscience ordinaire. Vous allez franchir cette limite, et à partir du moment où vous franchissez cette limite, c'est vraiment là que démarre l'hypnose. Alors, on va dire que l'hypnose commence dès lors que quelque chose vous amène hors de cette zone connue. L'état modifié de conscience, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer une pause mentale qui vous régénère. Et pourquoi vous retournez au restaurant? Pourquoi vous retournez au cinéma? C'est bien que vous recherchez cette pause mentale qui vous régénère et qui vous fait du bien. On recherche ces états de bien-être puisque ça vous procure des états de bien-être. Donc, on est dans la demande. Alors, ce qu'il faut savoir aussi en hypnose, c'est que le temps n'est plus temps. Il n'y a plus d'hier, il n'y a plus d'aujourd'hui, il n'y a plus de demain. Tout est dans le moment présent. Nous sommes le moment présent, dans l'ici et maintenant. Maintenant, nous arrivons les 3 états de conscience. On ne peut pas parler d'hypnose sans parler d'état de conscience. Alors, il y a 3 états, mais il faut savoir que dans le contexte de l'hypnose, on va surtout parler de conscient et de subconscient. Alors, le conscient, vous le savez, le conscient est le premier niveau de conscience. C'est l'état normal dans lequel on vit, c'est l'état ordinaire de conscience. Ensuite, on va parler de l'inconscient. L'inconscient, c'est quoi? C'est tout le fonctionnement automatique de votre corps. Qu'est-ce qu'on a dans le fonctionnement automatique? On a déjà tout ce qui est réflexe, on a tout ce qui est respiration, transpiration et d'autres. Il induit aussi les réactions physiques et émotionnelles. Quand quelqu'un rougit, il est bien en réaction automatique, physique et émotionnelle. Ensuite, le subconscient, donc, qui est la partie qui nous concerne aussi le plus. Le subconscient, on pourrait le comparer à une centrale énergétique de qui vous êtes. Le subconscient est aussi appelé second inconscient. Il englobe tout ce qui n'est pas conscient et qui est acquis.
Alors, peut-on avoir confiance en l'hypnose? Outre le fait, vous le savez maintenant que c'est un état naturel, que tout le monde vit au quotidien. Sa présence de plus en plus accrue dans le milieu médical, notamment au niveau des anesthésies, prouve bien de son efficacité et de ses bienfaits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a diverses interventions qui sont effectuées sous hypnose. Nous avons les mastectomies, nous avons les endoscopies, nous avons l'ablation de la thyroïde, pour ne citer que celle-là, il y en a certainement d'autres. Et il faut savoir aussi qu'en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, mais pour ne citer que, la pratique de l'hypnose, donc, elle est bien plus répandue. Et si vous voulez, et ces craintes sont bien plus rares qu'en France, on va dire. Ces gens-là, l'hypnose fait partie de leur vie. Ils n'ont aucun frein par rapport à ça. L'hypnose donc est utilisée pour gérer des éléments qui posent problème dans la vie. C'est tout simple. Les champs d'application sont vastes et diversifiés. On a d'abord, on va dire, un premier pavé qui est donc le bien-être et le développement personnel, qui est donc la confiance et l'estime. Il faut savoir que quand il y a un manque de confiance, c'est qu'on doute de ses capacités, qu'on ne reconnaît pas donc ses valeurs ou ses qualités. On en fait tous d'ailleurs l'expérience à certains moments de notre vie. Sauf qu'il y a des personnes qui vont arriver à surmonter ce sentiment et qui donc vont grandir. Et puis d'autres qui vont replonger de manière récurrente dans cet état. Et quand ils y vont de manière récurrente, ils vont également souffrir d'un manque d'estime. Et là, forcément que le développement personnel va s'en trouver affecté. Alors, cet outil, c'est pour trouver le meilleur en soi, c'est pour renforcer ses capacités, se donner les moyens de réussir, d'évoluer, de changer de vie aussi, de trouver ou de retrouver une sexualité épanouie, puisque ça va jusque-là. C'est aussi communiquer avec les autres, mais c'est surtout aussi pratiquer la pensée positive au quotidien. Et nous avons aussi donc les addictions. Dans les addictions, on va y mettre aussi la gestion du poids. Pourquoi? La gestion du poids, donc, dans beaucoup de cas, on va dire, le problème d'alimentation est lié, on va dire, à une déficience au niveau émotionnel. La nourriture va donc devenir un substitut à l'amour qu'on aimerait recevoir. Une faible estime aussi de soi peut rendre une personne obsédée par son poids. Il y a aussi toute la relation qu'on a entretenue avec la nourriture depuis l'enfance. Pour beaucoup, vous avez certainement déjà entendu quand vous étiez enfant, « finis ton assiette ». On ne laisse rien dans l'assiette. Donc, ça veut dire aussi que pour beaucoup de personnes, ça les a poursuivies en grandissant. C'est que même quand elles n'ont plus faim, elles vont vider l'assiette. Donc, ça peut être un petit souci. Nous avons aussi donc l'arrêt du tabac. Alors, l'arrêt du tabac, il y a deux façons de voir l'arrêt du tabac. L'arrêt du tabac, il y a les personnes donc, qui vont commencer à fumer à l'âge de 14 ans parce qu'ils vont faire comme tous les petits copains. On est de sortie, on fait tous la même chose, on copie tout le monde. Et puis après, il y a des habitudes, on va dire, qui se mettent en place. Donc ces gens-là sont plutôt dans des habitudes. Donc les habitudes, avec l'hypnose, donc l'arrêt du tabac, ça fonctionne. Après, vous avez aussi les catégories de personnes qui vont peut-être fumer, non pas parce qu'ils ont commencé à 14 ans pour faire comme les copains, mais peut-être plus tard, parce qu'ils ont du mal à gérer leur stress, parce qu'ils ont vécu un épisode traumatisant, un deuil, et donc ils vont se réfugier dans le tabac. Donc la personne qui appelle pour dire « moi je veux arrêter de fumer », ma première question c'est toujours de dire déjà pourquoi vous voulez arrêter,
à quel âge avez-vous commencé à fumer? Parce que d'emblée, ça donne une indication. Et il y a des gens qui vont vouloir faire l'arrêt du tabac, pour autant, même si on leur fait comprendre qu'il est important de gérer d'abord les émotions avant de gérer l'arrêt du tabac, c'est leur choix. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que la personne qui vient vous voir veut. Donc, et moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui est venu en disant « je veux arrêter de fumer ». Donc, on veut s'arrêter de fumer parce que, voilà, il y a différentes raisons. Et même pour l'arrêt du tabac, on va dire qu'on va discuter un moment parce que, voilà, pour comprendre pourquoi la personne fume. Et bien sûr qu'en tant que thérapeute, on va détecter des choses. Alors, vous allez lui répéter la question. Est-ce que vous voulez vraiment arrêter de fumer? Il dit oui, oui. Et là, on va démarrer la séance et vous vous rendez compte que pendant la séance, il va y avoir beaucoup d'émotions. Mais des émotions qui peuvent être fortes. Et donc, ces personnes-là, quand elles vont revenir, enfin, elles vont se réveiller, on va dire, alors que c'est un état de rêverie, hein, mais bon, ça peut aussi aller au stade 2. Hein. Elles vont me dire, j'ai compris ce que vous vouliez me dire. Alors, elles vont arrêter de fumer parfois pendant une semaine ou deux. Le problème, c'est que ça ne va pas durer dans le temps. C'est comme quelqu'un qui a mal au genou, qui boite, ou qui a sa béquille. Qu'est-ce qui va se passer si vous lui enlevez sa béquille? Ben, il va tomber. C'est-à-dire que cette personne, tant qu'elle n'a pas trouvé la ressource de remplacement de la béquille, il ne faut pas lui retirer sa béquille, parce que ça peut être pire après. Donc, bien faire la part des choses aussi. L'arrêt du tabac paraît simple, mais ça l'est pas tant que ça. Maintenant, la particularité de l'hypnose. Alors, la particularité de l'hypnose, c'est que c'est une thérapie qui est brève. En général, 4 à 7 séances sont suffisantes. Pour autant, 4 séances sont quand même le minimum pour que les effets soient durables. En fonction après de la problématique, vont se rajouter à ces 4 séances 2 à 6 séances. Alors, la thérapie la plus longue, on va dire, hein, puisque ça peut aller jusqu'à 10, hein, rarement au-delà, c'est souvent pour ce qui est de la gestion du poids. Puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup le sujet des émotions. Donc il est important de gérer les émotions avant de parler perte de poids. Alors, comment ça se passe? Donc nous avons une première séance qui est la séance qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse va durer à peu près 1 heure, hein, on fait connaissance, c'est l'histoire de vie de la personne. Ça permet donc d'identifier la problématique, de cerner aussi l'objectif à atteindre et aussi de tracer un axe de thérapie. La première séance dure au minimum 1h30. Pourquoi? Parce que, du moins me concernant, je finis toujours la première séance par une séance de relaxation. Cette séance de relaxation va mettre en confiance la personne. Il y a des personnes parfois qui viennent, pourquoi? Parce qu'elles ont tout essayé. Pour autant, elles ne sont pas rassurées. Et de leur faire cette séance, ça va les mettre en confiance. Pourquoi? Parce qu'il est très important qu'une confiance s'instaure entre le consultant et le thérapeute. On peut être le meilleur des thérapeutes à partir du moment où la relation confiance n'est pas là, les résultats ne seront pas là non plus. Donc il faut savoir vraiment reconnaître, le reconnaître. Ensuite, il y a une deuxième séance. La deuxième séance, on va faire on va dire un feedback par rapport à la séance d'avant. On va faire une petite synthèse aussi par rapport à tout ce qui s'est dit la première fois. Et la deuxième séance va surtout consister à travailler sur l'estime, la confiance, le lâcher-prise. Après, on débriefe. La troisième séance, c'est là qu'on va commencer à toucher la problématique de la personne. Et la quatrième séance, qui va donc consolider. C'est pour ça que je vous disais que 4 séances, c'est les séances qui sont nécessaires pour que ça soit durable. Après, les séances suivantes, ça dépend de la problématique.
On peut aller vers la régression, on peut aller vers la rencontre de l'enfant intérieur. Voilà, tout est en fonction de la problématique de la personne.